Bonjour à tous, donc Cédric Leboutin, je suis responsable de l'offre financière chez Port-Jean-Part. Alors avant toute chose, bon 1er avril, hein. N'oublions pas nos traditions, même si on vit une période très délicate, très difficile. Alors avec toutes les équipes de Port-Jean-Part, nous espérons que vous allez bien et que ceci en est de même pour vos familles et vos proches. Alors, effectivement, comme le rappelait Laure, la semaine dernière, on vous avait dit qu'on poursuivrait nos points marchés pour essayer de vous apporter un peu d'éclairage, analyse technique avec Lionel et également avec une sélection de valeurs avec Luciana qui reviendra dessus. Donc, on est ensemble pour à peu près 30 minutes. Si on regarde donc, cette brève introduction que je voudrais vous faire, la semaine dernière, on était à 1,7 milliard de confinés, donc en slide 3. Avec l'entrée de l'Inde dans le confinement total, donc décrété pour le pays, on est maintenant à près de 3 milliards de personnes. C'est presque la moitié, un peu moins de la moitié de l'humanité qui est confinée. Donc c'est un cas naturellement inédit. Donc vraiment, c'est un désastre sanitaire et qui se fait à l'échelle mondiale. En termes d'évolution, on voit que le nombre de nouveaux cas, en Asie notamment, est en train de diminuer, précisément en Chine et en Corée. Ce qui est intéressant d'un point de vue économique, c'est que lundi, nous avons eu des indicateurs avancés avec les PMI manufacturiers de la Chine, qui montrent une stabilisation, voire un léger rebond. Alors, on n'est pas sur les niveaux que l'on connaît en période d'expansion forte, mais voilà, on entreverrait au niveau de la Chine un peu le bout du tunnel. Ceci avec énormément de prudence. L'épicentre maintenant, et malheureusement pour nous, est en Europe, vous le savez, en France particulièrement, en Espagne et en Italie. La situation, même si elle reste dramatique, est plutôt en train de se stabiliser avec un nombre de victimes qui diminue. Aujourd'hui, le point noir, le point d'inquiétude fort, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, vous l'avez vu, le nombre de victimes est en hausse permanente. Le pic est pas encore à proximité. Beaucoup d'incertitudes, notamment sur les moyens mis en œuvre pour limiter la propagation du virus. Donc c'est vraiment là où se concentrent, comme vous le voyez sur le graphe en haut à droite, c'est vraiment là où se concentrent les grosses inquiétudes. En termes de marché, la volatilité à court terme, elle restera très forte parce que le petit dessin un peu humoristique l'indique à gauche, en bas à gauche, mais on a un plan de soutien budgétaire des gouvernements, des banques centrales. Le plan budgétaire américain des 2000 milliards de dollars a été voté. Donc on a la Fed, donc la Banque fédérale américaine, qui s'est aussi engagée à mettre énormément de moyens pour soutenir l'économie. Donc tout le monde est au chevet de l'économie US, mais aussi de l'économie mondiale. Vous l'avez vu depuis 10 jours, on a un nombre de mesures spectaculaires annoncées par les banques centrales européennes, tous les pays, mais aussi des gouvernements. Alors, est-ce pour autant qu'on est sur des niveaux de valorisation attractifs? Alors oui, c'est vrai qu'on a corrigé peut-être les excès de valorisation qu'on pouvait voir en début d'année sur les actifs risqués comme les actions, mais ce n'est pas ce niveau d'attractivité ou pas qui va décider si on est sur un timing de rebond. Ce qui nous semble aujourd'hui driver complètement les marchés, c'est l'expansion de la pandémie et les moyens mis en œuvre pour la contenir. C'est vraiment ça aujourd'hui qui peut être plus synonyme de rebond. Chez BNP Paribas, nous maintenons un profil de pour le deuxième semestre 2020 et pensons qu'on aura une reprise en U. Voilà. Voilà le panorama global. Je laisse maintenant la parole à Lionel pour rentrer un petit peu plus en détail dans la partie technique. Alors sur la diapositive suivante, en page 4, on va voir le CAC 40. Donc ce qu'on constate, c'est que dans la forte baisse là, de la première quinzaine de mars, on est venu chercher un support important à long terme, le support horizontal des plus bas de 2014 et 2016. Ça se situe vers 3950. On l'a enfoncé en certaines journées, on est passé un peu en dessous, mais ce qui est important, c'est qu'en clôture hebdomadaire, on n'a pas été plus bas. La plus basse clôture hebdomadaire qu'on ait faite, c'est 4048, donc on peut dire qu'en clôture, on a préservé ce niveau support majeur à long terme. Derrière, il y a eu un rebond jusqu'à 4550. C'est un niveau qu'on avait identifié car c'est un retracement de 38% de toute la baisse qu'on vient de connaître.
Donc c'est un retracement de Fibonacci assez usuel pour essayer de mesurer la taille des rebonds. Bon, pour le moment, ça s'est arrêté là, c'est en train de refluer un petit peu. Comme le disait Cédric, il serait étonnant que la construction du redémarrage se fasse en douceur, en ligne droite, en une seule fois. On va vivre certainement des phases avec des hauts, des bas. La construction du rebond se fera certainement en plusieurs temps. Donc, ce n'est pas très étonnant si, notamment à la faveur de l'expansion du nombre de cas de coronavirus aux États-Unis, il y a un reflux à un moment donné, comme peut-être actuellement. Ça n'empêchera pas derrière qu'on devra avoir plus tard dans l'année une reprise du rebond et un redémarrage. Alors, au-delà des indices maintenant sur la diapositive suivante, le problème des indices, c'est que on fait un cadrage sur un indice qui n'est pas toujours représentatif. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours, on l'a noté, de la dispersion sectorielle. Vous avez ici, sur un an glissant, un certain nombre de secteurs, certains qu'on qualifiera de bons, de surperformants, notamment les biens de consommation, la santé, et puis d'autres qui sont beaucoup moins bien orientés, comme la banque, voyages et loisirs, les matières premières, le pétrole. Et vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes destins sur ces différents secteurs. Les meilleurs sur un an glissant sont stables ou en baisse de seulement 5%, et les moins bons sur un an glissant sont dans des baisses qui vont de 25% à 45%. Donc on essaie toujours d'avoir une allocation sectorielle qui soit cohérente, essayer de surpondérer les secteurs qui se comportent le mieux, que ce soit dans la hausse, dans la baisse ou dans le rebond. N'ayons pas une vision seulement sur l'une des phases, mais une vision globale sur l'ensemble de ces phases. Et donc cette dispersion sectorielle, on la voit aussi on la retrouve sur des valeurs. Ce marché nous permet quand même d'avoir des valeurs qui surperforment, et ça va être l'objet de la diapositive suivante, un certain nombre de titres qui se comportent mieux que l'ensemble du marché. Alors effectivement, donc ce qu'on a voulu mettre en avant, donc dans le slide suivant, dans les slides suivants, c'est mettre des leaders dans leur secteur ou dans leur marché. Parce que comme l'a dit Lionel, donc il y a des secteurs là qui sont vraiment qui surperforment. Donc il y a la technologie. Donc, on a commencé avec Amazon, Netflix, il y a aussi Microsoft, Cenex, on verra. Il y a le luxe, on verra d'autres valeurs. Il y a la santé et dans une moindre mesure aussi, les utilities, donc les services aux collectivités. Donc là, on a commencé par Amazon parce que c'est vraiment une top pick. Parce qu'avec l'actualité récente sur le Covid-19, ça conforte sa position de leader. Amazon fait partie des rares sociétés où les estimations des analystes sont relevées. Le mouvement de fond, c'est-à-dire des achats dans les magasins physiques vers les achats sur Internet, devrait s'accélérer. Et il faut savoir que Amazon est bien positionné pour gagner des nouvelles parts de marché. Pour rappel, aux États-Unis, il y a 9000 magasins qui avaient fermé en 2019. Les projections étaient de 15 000 pour 2020. Et après le Covid-19, beaucoup d'analystes estiment que certains magasins ne rouvriront pas. On a aussi entendu que Amazon avait annoncé l'embauche de 100 000 personnes pour répondre aux attentes des clients sur la nourriture et autres produits de première nécessité. Pour rappel aussi, pour remettre en perspective, on l'avait mis en avant bien avant le Covid-19, c'était suite aux très bons résultats pour le 4e trimestre qui avaient été publiés le 30 janvier. Ils avaient publié des résultats supérieurs aux attentes au niveau du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel. Sur la partie cloud aussi, c'était plus fort qu'attendu. Les analystes prévoyaient plutôt une croissance inférieure à 30%, ça a été au-delà. Et aussi sur les prévisions pour le trimestre en cours, ils ont surpris positivement le marché. Donc première vraiment valeur top pick, Amazon, qui d'ailleurs a déjà bien remonté, mais qui devrait continuer dans cette bonne tendance. Alors je laisse le point pour Lionel sur l'analyse technique d'Amazon.
Oui, alors là, vous avez en haut l'évolution du titre Amazon et vous avez en bas ce qu'on appelle la performance relative ou le ratio relatif. Chez Portzamparc, on travaille beaucoup avec ça. Pourquoi? Ça présente beaucoup d'avantages. Soyons honnêtes, soyons humbles. Les soubresauts des marchés au global sont difficiles à saisir. Qui aurait pu dire qu'il y aurait une pandémie? Personne. Qui aurait pu dire que le marché action globalement perdrait 40% en ligne droite sans rebond? Personne. En revanche, ce qu'on constate, et l'intérêt de travailler en relatif, c'est qu'on a quelque chose qui est plus visible et qui est plus stable dans le temps. Donc, vous avez en bas en violet le ratio relatif de Amazon par rapport au S&P 500, qui est son benchmark. Donc, comment lit-on ça? Ce n'est pas tant les chiffres sur l'échelle qui sont intéressants, c'est l'évolution. Quand la courbe en violet monte, c'est que le titre Amazon surperforme l'indice. Quand la courbe en violet descend, c'est qu'il sous-performe. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a eu jusqu'à mi-2018 une surperformance du titre. Depuis, il y a eu une phase d'un peu plus de 18 mois où le titre était, on va dire, dans une phase de pause, qui ne faisait pas mieux que le S&P 500. Et ce qu'on vient de voir, reprise de la surperformance, symbolisée par la cassure de la résistance, reprise de la surperformance, a priori, durable pour plusieurs mois sur le titre. Page suivante. Oui, alors après, on a voulu étudier donc du coup Netflix, autre valeur qu'on met en avant. Donc c'est une autre valeur américaine cotée au Nasdaq. Alors que ça peut paraître curieux de mettre ce genre de valeur alors qu'on dit que l'épidémie aux États-Unis, elle est loin d'avoir atteint son pic. Mais c'est des valeurs quand même internationales et qui tirent vraiment leur épingle du jeu dans ce contexte-là. Alors, Netflix, pour rappel, c'est une entreprise qui propose des séries et des films par abonnement. Voilà. Donc eux, ils ont des fondamentaux vraiment attractifs, c'est-à-dire une forte capacité à maintenir leur leadership sur le marché de la vidéo à la demande par abonnement. La force de Netflix réside principalement sur son offre série. C'est une offre série pour la plupart autoproduite, en diffusion exclusive et de qualité, et ça c'est vraiment reconnu par le grand public et même par les professionnels. C'est des investissements colossaux, c'est 15 milliards de dollars consacrés au contenu en 2019 et la société devrait accroître encore ce montant en 2020. Maintenant, le point positif, c'est que rapporté au chiffre d'affaires, les investissements pèsent de moins en moins. C'est important parce que ça veut dire qu'ils font attention, plus attention, j'allais dire, à la marge. Et on voit que la marge, on le verra un peu plus tard, elle s'améliore. C'est un recrutement toujours impressionnant à l'international en nombre d'abonnés, avec un fort potentiel dans les émergents, l'Inde, le Brésil. Et les analystes prévoyaient qu'ils allaient atteindre 300 millions d'abonnés d'ici 2024 contre 167 millions en 2019. Ça montre les perspectives de croissance. Juste pour rappel, au moment des résultats financiers qui avaient été publiés en début d'année, ils avaient démontré leur capacité à augmenter leur prix et à améliorer ce qu'on appelle l'ARPU, c'est-à-dire le revenu généré par client, de 8,6 $ en 2016 à 10,8 $ en 2019. Ce qui explique pourquoi la marge opérationnelle, elle a continué elle s'est améliorée, elle a continué de s'améliorer. Et c'est aussi, comme je le disais précédemment, c'est grâce à des dépenses en marketing plus stables. Il faut savoir que c'est une société qui génère des cash flows, des flux de trésorerie négatifs. Donc, ils étaient en perte en 2019 à 3,3 milliards de dollars. Mais pour les analystes, c'était un pic. Donc là, les flux de trésorerie, ils étaient attendus au moment des résultats à 2,5 milliards de dollars en 2020. Donc là, l'actualité du fait du confinement
le marché, et nous aussi, on estime que beaucoup de gens vont faire appel à leurs services et ils vont gagner encore plus des parts de marché parce qu'il y a des gens qui voudront continuer, même après ça, à faire appel à leurs services. C'est pour ça qu'on a mis la série continue. Je laisse Lionel pour la partie technique sur ce titre aussi, bien orienté. Donc là, on retrouve en haut le parcours du titre Netflix et en bas, une nouvelle fois, le ratio de force relative en violet. Donc ce qu'on avait précédemment, 2018-2019, on avait un titre qui amplifiait les hausses, mais qui amplifiait aussi les phases de baisse. On constate qu'il y a un changement de comportement du titre en ce début d'année et qu'on constate que la surperformance est beaucoup plus stable. Elle a été particulièrement vraie dans la baisse de marché, puisque le titre a beaucoup moins baissé, donc surperformance dans la baisse, donc un côté plutôt défensif dans ce contexte de marché, mais en même temps une capacité à rebondir derrière dans la phase du rebond. Le titre s'est très bien comporté. Donc là, on a un comportement au cumul de la baisse et de la hausse qui est très intéressant, qui permet de surperformer et qui, a priori, est parti pour durer. C'est de très bon augure pour la suite. Ensuite, on va changer complètement de zone et de secteur, puisqu'on va parler de Wolters Kluwer. Voilà, on change de zone. Là, on revient à l'Europe. Mais l'idée, c'est de dire que, bon, donc vous avez bien compris, on a choisi des leaders dans leur secteur par rapport au marché. Et il y aura des acteurs qui étaient tournés déjà vers le digital et qui vont sortir gagnants aussi hein, de ce contexte. Donc, on a choisi Wolters Kluwer. Donc, pour rappel, ils offrent des services d'information pointus à destination de professionnels dans le domaine de la santé, de la fiscalité, du juridique. Donc là aussi, on est sur des fondamentaux solides. C'est un leadership stable, avec notamment des marques fortes dans le juridique. En France, hein, c'est les éditions Lamy, par exemple. Ils avaient opéré un renouveau par l'innovation grâce à un virage numérique plus affirmé. Près de 80% des revenus sont récurrents. C'est ça qui en fait sa force aussi actuellement. La majorité des contrats clients d'une durée de 1 an a été renouvelée à la fin de l'année dernière. Donc ça offre de la visibilité. On avait mis, alors après, il faudra voir hein, si la politique de dividende est maintenue, mais une forte génération de revenus qui permet de financer une politique de dividende profitable pour l'actionnaire et une politique d'acquisition régulière et ciblée. Par rapport à l'actualité récente, les analystes mettent en avant que seule une partie limitée du chiffre d'affaires devait être impactée par le Covid-19. Il estime à 10%. Et le groupe a annoncé, là aussi pour rappel, de bons résultats au 4e trimestre qui avait été publié donc, le 26 février et qui était légèrement supérieur aux attentes. Et en termes de prévision, ils avaient anticipé une nouvelle année de croissance organique solide. Et ça, c'était le 26 février. Donc, pour dire que c'est récent aussi. Hein. Et avec, encore une fois, ce virage vers le numérique, hein, le digital, ils sont bien positionnés pour avoir une tendance qui ne devrait pas faiblir. Je laisse Lionel pour la partie technique, là aussi, hein, pour compléter. Alors, donc là, on retrouve le parcours du titre Wolters Kluwer en haut. Au milieu en violet, comme tout à l'heure, de la performance relative à l'indice, donc ici l'Eurostoxx. Et là, on descend d'un cran dans l'analyse et on regarde en bas, en bleu, le comportement du titre en relatif à son secteur. Donc, c'est le ratio de Wolters divisé par l'indice du secteur des médias. L'intérêt de travailler ainsi, c'est qu'on voit qu'on a une lecture qui est très régulière, une surperformance qui est très stable, quelque chose qui n'est pas erratique et avec une certaine fiabilité, une lecture vraiment simplifiée. C'est un vrai confort de travailler en relatif comme ça, parce qu'on voit qu'on a une surperformance de ce secteur qui est très bien installée dans le temps, qui n'est pas nouvelle, qui était là en 2018, qui était là en 2019 et qui est encore là cette année. Vous avez en vert la moyenne mobile long terme
de la force relative à ce secteur. Donc, je ne vais pas vous dire jusqu'à quand ça va rester dans ce régime-là, combien de mois, combien d'années ça va rester, je ne suis pas devin par contre. Simplement sur la lecture, ce qu'on dira, c'est que ça continuera à être en surperformance face au secteur tant qu'on aura cette ligne-là qui est haussière et cette tendance, cette moyenne long terme qui est haussière et qui est préservée. Après, on va changer sur la page suivante, on change encore une fois de valeur, encore une fois de secteur, mais on reste sur un leader. Vous avez Hermès en haut, Hermès en relatif indice au milieu en violet, et en bas, Hermès en relatif à son secteur, donc le secteur des biens de consommation qui inclut les valeurs du luxe en zone euro. Donc on a eu pendant une douzaine de mois là, une phase de neutralité relative au secteur. Le titre faisait ni moins bien ni mieux que son secteur. En revanche, on voit que là, depuis quelques semaines, le titre est reparti en surperformance face à son secteur. Luciana, un mot sur Hermès? Oui, Hermès, c'est vraiment une valeur de luxe. On voyait apparemment que déjà, apparemment en Chine, il y a la queue dans les magasins pour consommer de nouveau. Là, ce que Lionel dit sur la partie technique pour Hermès, ça reste vrai pour d'autres valeurs comme qu'on met en avant, nous, comme LVMH, Ferrari, L'Oréal. Je sais que ce matin, ça baisse parce qu'ils ont dit qu'ils ne maintenaient pas les objectifs, mais dans toute cette phase-là, elle a été très défensive. Et avec Lionel, on voulait aussi rajouter, même si ce n'est pas le luxe, mais c'est le secteur bien de consommation, une autre valeur comme Nestlé qui se comporte très bien en relatif. Donc voilà, pour être large sur le secteur des biens de consommation, on met vraiment en avant Hermès, LVMH, Ferrari, L'Oréal et Nestlé. Voilà. Ensuite, on va changer complètement de valeur et de secteur. Voici Cellnex. Cellnex en haut, donc on est dans le secteur des télécoms. Cellnex en violet face à l'indice Eurostoxx et en bas en bleu avec la moyenne long terme en vert en relatif à son secteur. Autant on a une vision, je pense en part, qui n'est pas forcément très favorable au secteur des télécoms depuis longtemps, autant voici une pépite dans son secteur. Et quand on regarde le ratio relatif au secteur en bas, vous voyez à quel point il surperforme de manière très stable et très régulière depuis maintenant plusieurs années. Donc, on s'y positionne ce titre et a priori, tant qu'il sera dans ce régime de surperformance, il n'y a pas de raison qu'on change d'opinion dessus. Lucina? Oui, alors, oui, tout à fait. Pour rappel, alors, Cellnex, c'est une valeur espagnole spécialisée dans les infrastructures de télécom, notamment dans la gestion des pylônes de télécom. On est vraiment, comme tu disais, c'est une pépite. Dans notre classement, elle sort vraiment en top numéro 1. Et on est content de l'avoir déjà trouvée et on souhaite la garder. Comme tu dis, les fondamentaux restent bons. Donc, par rapport au secteur, c'est la meilleure valeur et c'est même, par rapport à notre univers, une des meilleures. Voilà. Ensuite, page suivante, on va changer encore une fois de secteur. Là, on est dans la santé. Alors, pour le coup, ce secteur santé, c'est un de ceux qu'on privilégie, sur lequel on souhaite être surpondéré, qui surperforme le marché, qui a un aspect un peu... Lionel, juste me permet, on me demande si Cellnex rentre dans le cadre du PEA. Oui, c'est une valeur espagnole, comme je disais. Merci. Donc, Sartorius Tedim, ce qu'on voit là, c'est qu'on a une surperformance relative au marché, une surperformance relative au secteur, qui prennent un peu la même forme, avec une tendance haussière long terme de surperformance, avec de temps en temps des phases de pause, de retour à la moyenne relative, qui sert de zone de support, et avec un redémarrage haussier en relatif ensuite. Donc une surperformance qui se vérifie dans le temps. Alors là aussi, donc on a illustré dans le secteur de la santé par le titre Sartorius, parce que c'est vraiment la top pick dans le secteur. Donc pour rappel, c'est un fournisseur international d'équipements pharmaceutiques et de laboratoires. Dans le secteur, on aime bien aussi Sanofi, Orpea, mais voilà, Sartorius.
elle se comportait déjà très bien avant ce contexte et elle continue à bien se comporter, donc on la met en avant. Alors ensuite, une autre topic sectorielle, cette fois-ci dans le secteur de la chimie, Givaudan en l'occurrence. Donc ce qu'on voit là déjà historiquement, le titre a une volatilité qui est moindre que celle du marché. On l'a déjà vu en 2018 dans une phase de baisse de marché. Le titre s'est bien comporté. Il a surperformé largement en 2018, comme on le voit sur les forces relatives au milieu et en bas. Et ce qu'on a vu dans la phase de marché un peu plus délicate ces dernières semaines, c'est qu'au moment où le marché baisse, donc le titre baisse, mais dans des proportions bien moindres, du coup, sur la force relative, on a une surperformance, une hausse sur la force relative. Donc là, vous avez un titre qui a un aspect un peu défensif et qui traverse bien les phases de baisse, ce qui ne fait pas de mal dans un portefeuille, tout en ayant une capacité de rebond derrière. Le titre n'a pas à rougir dans la phase de rebond, puisqu'on voit bien qu'il a correctement rattrapé et retracé une bonne partie de sa baisse récente. Voilà, donc comme a dit Lionel, donc secteur de la chimie, donc c'est si on veut diversifier par rapport au titre Air Liquide. Maintenant, c'est une valeur suisse, donc qu'on ne peut pas mettre sur un PEA. C'est un fabricant d'arômes, de parfums et d'ingrédients cosmétiques. C'est un leader dans son secteur. Et comme disait Lionel, pour nous, ça fait vraiment partie de ces valeurs qu'on met en avant dans le secteur de la chimie. Et ensuite, dernière diapositive, on va revenir sur une autre valeur des secteurs technologiques. On parlait tout à l'heure, on en reparle maintenant. On a souhaité un peu boucler la boucle sur ce secteur parce que c'est vraiment un des secteurs qu'on préfère, qu'on souhaite surpondérer. Donc ASML, ASML en haut, et vous avez ASML en relatif au marché, donc surperformance au milieu, en violet, et ASML en relatif à son secteur, donc là aussi surperformance. C'est vraiment un leader sectoriel. Vous voyez à quel point ces dernières années, la surperformance est bien installée et le titre régulièrement surperforme son secteur. Oui. Alors, pour rappel, donc ASML, c'est une valeur hollandaise, donc on peut mettre sur le PEA. C'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Ils ont une situation de monopole dans le procédé EUV, c'est-à-dire d'extrême ultraviolet. C'est de l'ordre d'une précision c'est une très grande précision. Donc c'est un leader, on le met en avant. Maintenant, comme disait Lionel, on a voulu terminer par le secteur de la technologie parce que c'est un des secteurs qui surperforme. On a beaucoup de propositions à vous faire. Donc là, on a mis que ASML, mais on avait mis en avant Microsoft, Alphabet. Là, je vous avais parlé d'Amazon, Netflix aussi. Ça rentre un petit peu quand même dans ce secteur-là. Il y a Dassault Systèmes, Prosus, où c'est un acteur plus récent, Apple. Donc là, moi, je vous invite surtout à échanger avec votre interlocuteur habituel pour voir comment bien construire votre poche sur ce secteur-là. Voilà. C'est tout. Là, on en a en fait, Lionel et moi, on en a fini sur la partie valeur. On a voulu on a voulu essayer d'être exhaustif sur les secteurs qui nous semblaient vraiment en surperformance, en l'illustrant d'exemples de valeurs que nous proposions qui vraiment sont bien orientées et qui devraient continuer à l'être. Alors, je vais peut-être aborder les questions. Excuse-moi, juste rajouter un point par rapport à ce qu'a pu dire Luciana pour vous rapprocher de votre conseiller ou interlocuteur habituel pour connaître la construction de la poche. C'est une recommandation que je dois vous faire. Donc, on a donc effectivement parlé de valeurs, on a fait des recommandations sur des valeurs. On n'a pas pris en compte votre profil de risque. Donc, on ne sait pas si c'est adéquat par rapport à votre niveau de risque que vous êtes prêt à supporter. Donc, encore une fois, c'est à prendre en considération et de vous rapprocher de votre conseiller. Merci.
Alors, je vais aborder les questions plutôt macro. Peut-être pour Lionel, j'en ai eu 2, 3 sur le sujet. Est-ce que historiquement, lors des crises précédentes, le CAC 40 a touché les 3000? Est-ce que ça peut être différent cette fois-ci? Voilà, il y a pas mal de questions sur ce sujet-là. Donc, Lionel, je pense que c'est pour toi, celle-là. Oui, alors c'est vrai que j'ai cherché à faire ce travail un peu de voir comment peut se comporter le marché dans des phases extrêmement volatiles comme celle-ci. Bon, elles sont relativement récentes, mais il n'y en a pas eu énormément des phases comparables. On peut parler peut-être de 2008, où la volatilité était montée à un niveau à peu près équivalent, même très légèrement supérieur. Sinon, il y a eu 2011, une phase de baisse aussi importante. Et puis sinon, les exemples sont rares, il faut remonter à 87. 1987, pendant le crack, on a baissé d'à peu près 40%, quasiment en ligne droite. Donc les exemples ne sont pas légion, mais ce qu'on retrouve quand même comme point commun à chaque fois, même si la forme peut être un peu différente, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'indice, le redémarrage se fait rarement en une seule fois, en une seule tentative en ligne droite. On a traversé sans doute la phase la plus difficile, puisqu'on a eu une baisse en ligne droite des marchés assez impressionnante, sans rebond. Ça s'est passé. Maintenant, on commence à avoir des premières tentatives de rebond, qui ne sont pas négligeables, hein, parce que 3006 à 4550 sur l'indice, presque 1000 points de rebond, c'est loin d'être négligeable. Bon, derrière, ça rebaisse un petit peu. Ce ne serait pas surprenant qu'on ait encore une fois pendant quelques semaines une phase un petit peu volatile, mais moins, des premières tentatives qui échouent, des deuxièmes tentatives, et plus tard, dans les prochains mois, un rattrapage plus significatif de toutes les baisses récentes. Mais pour ça, il faudra que les choses s'améliorent progressivement. Merci. Est-ce qu'on est plutôt sur un cycle en U, toujours pour Lionel, en U, V ou W? Et sur quelle timeline, si tu as un avis sur le sujet? C'est plutôt un débat d'économistes. Au départ, les économistes pensaient plutôt à un scénario en V, rattrapage rapide. Bon, petit à petit, peut-être que le consensus se fait plus sur un scénario en U, hein, quelque chose qui mette un peu plus de temps à redémarrer. Le scénario de la banque privée, hein, c'est un scénario en U. Hein. Comme disait Lionel, on était au départ sur un scénario en V, c'est-à-dire une reprise très rapide. Il semblerait que voilà, c'est quand même plus compliqué, donc c'est pour ça aussi, et ça dépend. Le détonateur du rebond, on l'avait déjà dit à un moment, il dépendra surtout des nouvelles de la pandémie, donc du coup c'est pour ça que maintenant on s'oriente plutôt vers un scénario en U. Autre question peut-être pour Cédric, celle-là. Pourra-t-on éviter une forte inflation pour désendetter les États? Alors, oui, on a souvent la question sur l'inflation. Oui, ça sera nécessaire pour désendetter. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment la question. Là, la question aujourd'hui, on s'endette dans des proportions inconnues. Quand le pétrole s'arrêtera de tomber, ce qu'on espère, notamment pour le schiste américain, on aura certainement une remontée, et donc ça va être facteur d'inflation. Ensuite, je crois qu'il y a tellement de liquidités dans les marchés que c'est pas à court terme qu'on va avoir une reprise de l'inflation. Et puis après, on ne sait pas dans quel état l'économie mondiale va sortir de cette pandémie. Il risque d'y avoir malheureusement des sociétés très mal en point. Vous avez vu aux États-Unis le nombre de chômeurs vendredi. Alors on espère que c'était qu'un effet très ponctuel, mais qui a augmenté de 3 millions. On est passé de 228 à 3 228 000. C'est pas tout à fait facteur d'inflation, tous ces éléments. Donc à court terme, on ne pense pas. Alors toujours un peu plus global, qu'est-ce qui, à votre avis, explique, c'est peut-être pour Lionel celle-là, qu'est-ce qui explique le rebond de la majorité des valeurs depuis 1 à 2 semaines alors que les fondamentaux ne sont pas forcément améliorés? Est-ce que c'est l'impact psychologique des annonces, des politiques de relance? Est-ce que c'est justifié en fait? Alors, il y a ce premier élément, bien sûr, l'impact des plans de relance. On voit bien que toutes les autorités sont au soutien, que ce soit monétaire ou gouvernemental, sur le chemin de l'économie, comme disait Cédric. Et puis le deuxième facteur, c'est que
bien que la situation soit évidemment compliquée sur le plan sanitaire, sur le plan économique, le marché petit à petit commence à intégrer tout ça et c'est pricé. Donc à un moment donné, il y a, malgré la situation, des phases de rebond. Le marché n'évolue jamais de manière linéaire. Le marché est toujours fait d'impulsions, de corrections, comme je vous disais tout à l'heure, de plusieurs temps. Donc voilà pourquoi il y a de temps en temps des rebonds, bien que le problème de la pandémie ne soit pas définitivement derrière nous. Parce que le marché intègre en fait chaque scénario petit à petit, y compris les scénarios les plus pessimistes ou suffisamment pessimistes sont déjà intégrés dans les cours actuels. Alors j'ai pas mal de questions aussi liées à un point d'entrée. Est-ce que le point d'entrée est lié à la fin à l'intégration de l'impact du Covid aux États-Unis ou est-ce que c'est maintenant Alors, souvent les marchés ont cette tendance à anticiper et à intégrer les choses un petit peu en avance. Dans la baisse de 40% du marché de ces dernières semaines, ont été anticipés et intégrés le fait que la pandémie devienne mondiale, que tous les pays soient touchés, que quasiment qu'une majorité de la planète soit confinée. Tout ça est intégré. Ce qui n'est pas encore complètement connu, c'est la durée de confinement dans les différents pays. Est-ce qu'elle sera encore de l'ordre d'un mois en Europe, par exemple, ce que tout le monde a un peu en tête, auquel cas c'est intégré déjà par le marché? Sera-t-elle plus longue? Auquel cas, peut-être, si c'est le cas, ça fera encore baisser un peu plus les marchés. Mais ça, on ne peut pas savoir. On n'a pas la main dessus, mais en revanche, ce sur quoi on a plus la main, c'est ce que je vous disais, c'est toutes ces notions de force relative. C'est beaucoup plus facile d'essayer d'interpréter ça que d'essayer d'interpréter de la durée de confinement que tout le monde ignore. Je vais compléter aussi sur le point d'entrée pour dire que déterminer le point bas, c'est toujours après coup. Et donc, c'est pour ça que si vous avez du cash et que vous souhaitez en profiter pour investir, il faut lisser les points d'entrée. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on est sur des points d'entrée intéressants, à 4000 et quelques. En fonction évidemment des nouvelles sur la pandémie, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on ne peut pas exclure que ça rebaisse. Mais ça sera un moment pour renforcer des positions, renforcer vos investissements. Mais si jamais, vous voyez, finalement le marché repart, vous aurez encore du cash pour aller investir sur des valeurs intéressantes. Voilà. Mais il faut lisser les points d'entrée parce que personne, le point bas, on ne le connaît qu'après, en fait. Alors, autre question sur les valeurs, la taille des valeurs. Les actionnaires ne vont-ils pas se pencher sur les grosses valeurs, enfin les grosses capis plutôt que les petites capitalisations? Est-ce que ça a un impact, cette crise, dans la réallocation? Alors, d'une manière générale, ce qu'on constate, c'est que les grosses capis surperforment, mais depuis déjà un moment, depuis 2018, il y a eu un mouvement où effectivement, quand la situation est un peu plus compliquée, les grosses valeurs ont tendance à surperformer. Ceci dit, dans la présentation qu'on vient de vous faire, il y a des valeurs de taille moyenne, qui ne sont pas vraiment des très grosses capitalisations, et qui, parce qu'elles ont un business spécifique, un positionnement gagnant, arrivent à surperformer. Donc on ne peut pas non plus complètement généraliser. Alors vous êtes nombreux à me demander la présentation. Juste pour vous dire que c'est la présentation, tous vos conseillers, contacts chez Portzamparts ont cette présentation, donc il vous suffit juste de leur demander, parce que là je ne vais pas pouvoir l'envoyer à tout le monde individuellement, donc voilà, vous avez chacun un interlocuteur qui peut vous transmettre la présentation ce jour. Voilà, pardon, ça c'est un aparté, pardon Cédric, vas-y, je te laisse compléter. Juste pour compléter la réponse de Lionel, collègue de Portzamparts Gestion, donc, qui gère les fonds mid and small cap chez nous, ont préparé un rapide focus sur le segment mid and small. On va vous le faire parvenir d'ici la fin de semaine. Et en fait, ça révèle que c'est exactement ce que vient de dire Lionel. Il n'y a pas d'écart de sur- ou sous-performance plus marqué depuis le début
de la pandémie. L'écart en faveur des grandes capilles reste. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au mois de mars, ce qui est assez surprenant, on a quand même une collecte positive, notamment sur les trackers en small caps. Donc, ce qui est pas forcément ce qu'on peut avoir en tête. Donc, il y a une tendance qui reste correcte sur les petites et moyennes valeurs. Alors, là, c'est peut-être pour Luciana et Lionel, d'un point de vue sectoriel. Donc là, j'ai essayé de regrouper les questions sectorielles. Le secteur des assurances et en particulier peut-être AXA, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Le secteur va être très sollicité. Est-ce qu'il y aura aussi un maintien de dividendes sur AXA possible ou pas? Ça, je suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais en tous les cas, sur le secteur des assurances, peut-être un avis? Oui, je veux bien commencer et puis Lionel complétera. Comme on a dit, on met en avant des secteurs, donc c'est vraiment technologie, santé, luxe, services aux collectivités. Il y a des secteurs qui sous-performaient, donc c'est matières premières. Et il y a des secteurs, par exemple, ou voyages et loisirs. Il y a des secteurs, j'allais dire, peut-être un petit peu plus mous. Le secteur de l'assurance en fait partie. Ça ne serait pas un secteur, en tout cas si la question est est-ce qu'il faut rentrer, c'est pas un secteur à privilégier. Maintenant, si vous avez du AXA et Allianz, hein, par exemple, parce que c'était les deux valeurs que nous recommandions, c'est à garder encore. Hein, nous, sur ces niveaux-là, on est quand même sur des leaders. Évidemment, il faut surveiller un peu comment le marché va, enfin plutôt toutes les interventions des banques centrales, comment ça va impacter positivement aussi ce secteur-là, secteur financier de manière générale. Mais c'est pas le moment en tout cas de vendre. Sur le dividende, alors j'ai rien lu sur AXA. Maintenant, vous avez vu que la Banque centrale européenne avait plutôt préconisé sur les banques. J'ai pas lu sur les assurances. Donc maintenant, je crois que sur les dividendes, il faut rester. Il faudra. Disons qu'il faut peut-être faire une croix dessus. Vous voyez, si les entreprises maintiennent, c'est du bonus, mais il ne faut pas en tout cas choisir une valeur par rapport à sa politique de dividende. Lionel? Oui, pour rebondir sur la partie assurance, si on raisonne plus globalement hein, sur le secteur finance en général, donc finance et banque, assurance et services financiers, ce qu'on constate historiquement, c'est que globalement, l'assurance a un couple rendement-risque un peu meilleur que la banque, ça c'est vrai depuis plus de 10 ans. Mais nous, le sous-secteur qu'on préfère, c'est celui des services financiers, parce que c'est une situation différente, et notamment, par exemple, celle qu'on avait sélectionnée, Visa, Moody's ou Amundi. Vous avez là un sous-secteur qui est plus petit, mais avec un comportement plus intéressant. Alors, merci à tous les deux. Si on change de secteur, il y a beaucoup de questions sur le secteur des biotech, bien évidemment, donc on y revient. On ne va pas rentrer dans chacune des valeurs. Là, il faut vous rapprocher de vos conseillers sur le secteur des biotech, mais un avis tous les deux ou tous les trois, je ne sais pas, sur ce secteur-là, qui va bénéficier peut-être d'une dynamique. En fait, le souci des biotech, c'est que tout dépend de l'évolution des essais. Vous pouvez avoir, si ça se passe bien, une valeur qui fait plus 20%, mais c'est imprévisible en fait. Donc nous, vous nous connaissez, hein, notre modèle, c'est un modèle plutôt en tendance. On va sélectionner des valeurs qui sont vraiment déjà dans une tendance déjà établie, vous voyez. Et là, il y a vraiment du domaine du pile ou face, en fait, sur les biotech. Donc, j'allais dire, nous, on ne fait pas de recommandations là-dessus actuellement. Maintenant,
si vous voulez, on peut vous donner des informations, j'allais dire, techniques, mais ça ne sert, j'allais dire pas à grand-chose parce que c'est dur d'anticiper, en fait. Lionel, non. Oui, le moyen, peut-être le moins risqué d'investir sur ce secteur, c'est de le faire au travers soit d'un tracker, soit d'un fonds spécialisé là-dedans, qui va aller sélectionner différentes valeurs et qui va du coup vous diluer un peu le risque spécifique. Parce que, comme disait Luciana, ça peut être tout ou rien. Donc un fonds, il va faire ce travail-là, d'aller diversifier à l'intérieur de ce secteur et sélectionner. C'est peut-être ce qu'on peut préconiser, c'est d'investir au travers, au niveau global, sur tout ce sous-secteur, au travers d'un fonds ou d'un ETF. Donc, je finis sur les questions sectorielles parce que beaucoup de questions reviennent sur celui-ci, le secteur de l'aéronautique, les compagnies aériennes, les constructeurs comme Airbus, quid? Alors, sur l'aérien, on était passé à la vente sur Air France, donc nous, on est sorti du dossier. Maintenant, là, vu les niveaux, on n'a plus de recommandations parce que la visibilité n'est pas là, vous voyez, pour savoir si c'est des niveaux d'entrée ou pas. Maintenant, sur Airbus, nous étions passés à l'allègement et nous avons réitéré notre recommandation à l'allègement sur Airbus. L'idée, c'est qu'au départ, nous avons vu que côté client, c'est-à-dire compagnie aérienne, certaines pouvaient faire faillite, d'autres pouvaient tout simplement reporter leurs commandes. Mais d'un autre côté, on se disait qu'avec un carnet de commandes de 9 ans, ça pouvait être à peu près jugulable. Maintenant, avec l'accélération en fait du problème sanitaire et du confinement, on se rend compte que côté fournisseur, il peut y avoir des difficultés aussi. C'est-à-dire qu'on est parfois sur des petites entreprises qui donc peuvent faire faillite. Et si une ou deux pièces viennent à manquer, c'est toute la chaîne qui est stoppée. Alors vous me direz, c'est vrai aussi pour d'autres valeurs industrielles, mais là pour Airbus, ça cumule, j'allais dire, les perspectives déjà sur les aériens qui ne sont pas bonnes. Donc nous, en tout cas, on se met à l'écart d'Airbus. Ok, merci. On est plus sur la composition du portefeuille, donc peut-être Cédric sur cette question-là. Est-il judicieux de renforcer des lignes très baissières afin de faire baisser le prix de revient moyen avec une plus ou moins value plus faible pour racheter ensuite des valeurs comme celles que vous présentez? Alors, on est peut-être dans la finance comportementale également. Il y est tout à fait. C'est très tentant, une ligne qui a baissé, de revenir dessus. Je crois qu'avant de faire ça, Luciana, je pense, sera d'accord, il faut d'abord parler de quelle valeur on parle, puisqu'il y a souvent dans ce genre de configuration de marché ces fameuses valeurs laggers qui baissent plus que leur marché, plus que leur valeur, leur paire. Le souci, c'est que si elles sont fondamentalement abîmées, elles resteront fondamentalement mal orientées. Alors, rebond, comme on a pu connaître ces derniers jours, où effectivement, Lionel l'a dit, mais des valeurs du secteur bancaire, secteur de l'aéronautique, qui ont pu rebondir de manière très, très forte. Après, moyenner une mauvaise valeur, là, c'est cacher des pertes. Par contre, une valeur comme celle qu'on a pu vous évoquer, que ce soit du Amazon, du Netflix ou Wolters, effectivement, moyenner ce type de valeur et c'est pas la même démarche là. On se repositionne sur des valeurs qui fondamentalement sont solides. Alors, je rebondis sur une autre question. Attends, Laure, une petite. Je voudrais rebondir là-dessus parce que Cédric a complètement raison en nous impliquant aussi bien Lionel que moi, parce que ça fait partie de notre message, mais de nos messages forts sur la finance comportementale, c'est de se dire que moyenner à la baisse, ça peut être un puits sans fond. Et nous, ce qu'on veut faire,
c'est aller sur des valeurs en tendance et qui vont continuer. Donc, du coup, on a plus de, enfin, la probabilité, une fois qu'on a démontré que la tendance, elle était là, la probabilité que la tendance se poursuive, elle est beaucoup plus forte que qu'elle se retourne. Maintenant, ce qu'on invite surtout nos clients, et c'est tout notre accompagnement, j'allais dire, c'est de couper les pertes plus rapidement. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour aller se repositionner sur des valeurs en tendance. Et donc, c'est ce comportement-là qu'il faut privilégier. Voilà. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Aussi, la crise économique, est-ce une reprise en réduction, on y a répondu. Est-ce que si les valeurs technologiques comme Netflix, Microsoft ont bien résisté et que certaines, vous avez pu en parler, est-ce qu'elles ne seront pas trop chères ou est-ce qu'elles ne restent pas trop chères aujourd'hui si on considère que économiquement, on ne sait pas encore ce qui va se passer concrètement? Ben là, en fait, voilà, c'est tout notre modèle en tendance. En fait, le problème de la cherté, c'est du relatif, vous voyez. Nous, on préfère se positionner, encore une fois, sur des valeurs qui sont en tendance. Et donc, c'est pour ça qu'on continue de privilégier les valeurs qu'on vous a citées, Amazon, Netflix, Celnex, parce que, de toute façon, dire que c'est trop cher et que je n'y vais pas, enfin, de dire j'ai l'impression d'acheter au plus haut, on avait le même, on aurait pu avoir le même raisonnement, vous voyez, pour Celnex, pardon, cette valeur espagnole, il y a 3 mois. Il y a 3 mois déjà, elle était sur des points hauts. Et donc du coup, c'est là où aussi nous on fait un travail d'analyse où on va regarder, on écoute ce que nous dit le marché et on lit les notes d'analystes. On va voir si le cas d'investissement il est toujours bon, il n'est pas invalidé, vous voyez. Et c'est mieux de le faire comme ça que de se dire c'est trop tard, c'est trop cher. En fait, c'est trop cher, mais s'il y a des perspectives, ça offre encore des perspectives de croissance, il faut y aller. Voilà. Parce qu'un titre qui n'est pas cher, mais qui n'a pas de perspective de croissance, ça ne sert à rien. C'est pas cher, mais l'aspect valorisation n'est pas suffisant en fait. Alors, si je rentre dans la dernière partie, c'est-à-dire la rubrique plutôt valeur, on a traité les portefeuilles et la macro. Macro, j'en avais une dernière, elle est peut-être importante quand même, je la relais. Par rapport au pétrole, quelles sont les, c'est peut-être Lionel, peut-être plus, quelles sont les perspectives? Le pétrole, bon, c'est un peu particulier. Dans la revue technique que j'envoie chaque semaine, récemment, le pétrole a atteint un bas de canal, alors très long terme, un canal baissier qui est en vigueur depuis 2008. Donc, il a atteint la partie basse. Donc, a priori, on est quand même dans des zones d'exagération baissière. Et il devrait y avoir à un moment donné des phénomènes de normalisation et de rebond, comme sur le reste du marché d'ailleurs. En modulo d'un paramètre qui est compliqué, c'est l'entente entre les pays producteurs. Donc là, c'est quelque chose qui est très particulier. Et là, il y a une mésentente, mais ça, ce n'est peut-être que passager. Et ou peut-être, c'est dans leur intérêt d'ailleurs, se remettre à la table des négociations et avoir une posture différente qui permettrait au pétrole de rebondir. Ok, merci. On a traité pas mal du secteur. J'avais juste tout à l'heure sur l'une de vos recommandations, vous avez parlé de Amazon. La question c'était pourquoi pas Alibaba, puisque Amazon, ça revient à ce que tu disais Luciana tout à l'heure, le niveau d'Amazon est déjà très haut, mais tu as expliqué. Alors en fait après nous, on va sélectionner les meilleures valeurs dans chaque secteur. On ne se veut pas forcément exhaustif, c'est-à-dire à avoir toutes les valeurs. Donc du coup, là, nous on a choisi Amazon. Amazon, alors c'est quand même des activités de cloud et de livraison. C'est aux États-Unis et dans le reste du monde, alors que Alibaba, c'était en Asie. Et donc là, pour l'instant, on a eu une préférence pour Amazon, mais ça ne veut pas dire que Alibaba soit moins cher. Hein. Donc, vous êtes sur en tout cas des niveaux de valorisation, je pense un peu équivalents. Hein. Donc,
voilà, là, c'est vraiment une histoire de tendance et de leader. Donc voilà, et après, je pense qu'on va peut-être terminer. Je vois encore beaucoup de questions, mais très individuelles sur chacune des valeurs. Je pense que là, il faut vraiment que chacun puisse se mettre en relation avec son conseiller, son interlocuteur. On peut faire suivre les questions à vos conseillers, Oui. si vous souhaitez qu'ils se rapprochent de vous. Hein. Alors oui, on essaye, mais on n'est pas relié. Mais oui, on va le faire, on va essayer de le faire comme ça. Voilà, chacun, on va transmettre en effet à l'ensemble des conseillers les questions que vous posez si on n'a pas de malheureusement pas répondre aux questions. Mais on ne pourra pas répondre à toutes les valeurs. Là, je vois passer Soitec ou d'autres plus petites valeurs. Voilà, nous transmettons à l'ensemble de vos conseillers. Alors oui, peut-être la dernière et après on arrête. C'est vrai que c'est un secteur important. Quid du secteur énergie? Faut-il se positionner au regard des baisses sur Engie et ou EDF? C'est vrai qu'on n'a pas traité ce secteur-là. Alors, énergie, j'allais dire, c'est c'est large, c'est-à-dire c'est pétrole et utilities, alors services de collectivité. Donc, je donnerai deux réponses. On avait mis effectivement en avant le secteur des services de collectivité. On a Engie mais on a des valeurs qui ont quand même, celles qu'on a choisies, qui ont un petit peu de mal qui se comportent pas très bien. Donc on est en train de, vous voyez là aussi, faire du relatif au niveau du secteur, de voir si on peut pas faire des arbitrages pour améliorer ça. Mais en tout cas, c'est un secteur, comme l'avait dit Lionel, hein, qui quand même se comporte bien. Sur le pétrole, on me demande s'il existe des trackers sur le pétrole. Ça peut-être Cédric en parallèle. Ouais. Mais juste avant des trackers, nous on a recommandé Total. Hein, c'est vraiment la top pick. On a Total en avant. Donc ça on le jouait. Enfin on s'accorde en fait dans les portefeuilles. Peut-être une poche, vous voyez, d'idées contrariantes. Parce que pour l'instant c'est pas en tendance en fait. Hein, parce que comme on a dit. Le pétrole baisse, donc c'est pas bon quand même pour les valeurs du secteur. Mais là, on est sur des points d'entrée intéressants sur des valeurs, vous voyez, de fonds de portefeuille. Hein. Donc il y a Total, et pour ceux qui sont un peu plus ambitieux, vous voyez, qui acceptent une volatilité un peu plus forte sur les portefeuilles, on avait mis en avant la société SBM Offshore, c'est un parapétrolier. Donc voilà, à considérer aussi dans les portefeuilles si vous souhaitez jouer ce secteur de manière un peu plus forte. Eh ben, merci à tous. 1 heure de présentation, 1 heure d'attention. Donc vraiment, bravo dans chacun de vos espaces confinés. Nous avons enregistré et vos questions et la présentation qui sera donc mise en ligne. Merci à vous, bravo aux intervenants, à tous les trois. Voilà, c'était une première avec quatre animateurs. Donc merci à vous d'être là et toutes les équipes sont à votre disposition pour répondre à des questions que nous n'aurions pas traitées ce jour. Voilà, merci. 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 Bientôt.